Alors le but de ce talk, en fait, c'est juste de répondre à... Tout le monde m'entend, c'est bon? Vous voyez à peu près bien, parfait. En fait, plus qu'une interrogation, en fait, une forme de frustration qu'on avait chez Fewlines, qui était d'entendre énormément de personnes attaquer Elixir comme la suite logique de Ruby. Quelque chose qui s'inscrivait naturellement dans une évolution et qu'Elixir, somme toute, représentait une évolution naturelle pour tout développeur de Ruby. Alors avant ça, je vais juste faire un tout petit peu de pub pour notre meetup, parce que c'est que le deuxième événement, c'est très très simple à retenir, hein. Il y a un Slack, c'est plutôt calme, donc ça va, vous ne ferez pas spammer. Je vous ai mis le lien, et puis de toute façon, les slides seront disponibles sur Internet après. Et un meetup, donc pour annoncer les événements, et décider des lieux, des dates, etc. Et je voulais remercier, bien évidemment, donc l'ILFP pour le fait qu'on organise ça, 2 concerts avec eux et avec Xavier, et Dernier Cri pour nous accueillir comme il se doit, chaleureusement, comme à chaque fois. Alors, on a justement vu, pour ceux qui suivent un peu Elixir, donc qui a déjà, qui connaît Elixir dans la salle, juste pour se faire un petit sondage assez... Ok, on a quand même... Pour ceux qui ne connaissent pas très rapidement, Elixir est un langage de programmation fonctionnelle qui a 5 ans, qui a été créé par José Valim, dont on parlera un petit peu après, et qui se base en fait sur la machine virtuelle Erlang, qui elle a quasiment 30 ans, et qui fait tourner pour la machine virtuelle Erlang, et donc le langage Erlang, à peu près plus des 3/4 des switches téléphoniques qui vous permettent aujourd'hui de pouvoir téléphoner et d'utiliser de la 4G sans que vos communications soient coupées quand Orange déploie une mise à jour de firmware. Et le problème qu'on avait, l'idée de ce talk, elle naît de ce tweet. Alors elle était née il y a un petit moment, de tous les talks auxquels on avait assisté avec Kevin, Mehdi et Romain, ou des différentes conférences où on était allé. Mais je crois que celui-là, c'est typiquement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, puisqu'en fait, on avait un autre tweet qui était en train de nous expliquer qu'en fait, Ruby, Elixir, Phoenix, était une évolution naturelle et beautiful, c'est quand même mieux quand on parle d'évolution, à Rails. Ou ce projet qu'on peut trouver sur GitHub qui s'appelle Keeper et qui se vend comme étant en fait une sorte de device. Donc pour ceux qui ne connaissent pas device c'est une bibliothèque d'authentification built-in all-in-one en Rails. Ça fait le café device quoi. Vous le mettez, vous pouvez faire de l'OS, envoyer des mails de confirmation d'invitation, de reset de mot de passe avec des politiques assez complexes. Le souci, c'est que device, en fait, c'est vous le prenez tel quel et le jour où vous avez besoin de modifier la moindre chose dessus, ça devient très vite très compliqué. Et s'il y a bien quelque chose qu'on cherche à fuir généralement quand on va aller vers des langages fonctionnels et plus particulièrement Elixir et Phoenix, c'est de se retrouver avec ces espèces de bibliothèques qui font tout et qui sont en fait très peu composables et assez difficiles à faire évoluer. Ou même, pour ceux qui connaissent Sodbot, ça a longtemps été jusqu'à cet article, ça avait un peu commencé avant, était pour moi la boîte référence au niveau mondial dans l'écosystème Rails. C'est une boîte qui est à Boston, c'est un Ruby shop avec que des malades. Ils font des trucs sublissimes, ils contribuent énormément au milieu de l'open source, mais ils nous ont quand même pendu un petit article qui s'appelle Elixir for Rubyist et dont en fait le gist est juste de dire que Elixir c'est Ruby en mieux. Donc globalement, la syntaxe est la même, c'est plus rapide et vous avez le pipe operator, c'est cool. Et bon, pour finir d'achever le truc, vous pouvez voir à foison sur internet des benchmarks qui vont vous expliquer que Phoenix, donc le web framework écrit en Elixir, est plus rapide que Rails, le web framework écrit en Rails. Bon, à cela, j'ai envie de dire, c'est pas réellement une nouvelle. On se doute que Elixir qui tourne sur la VM Erlang et qui va être construit comme on va le présenter dans le reste du talk, n'aura pas trop de mal à exploser une application Rails. Et puis une fois de plus, dans quel contexte ont été faits ces tests, on ne sait pas trop. Donc en gros, on en avait marre de ces comparaisons et surtout on en avait marre que ce qui soit vendu comme message, c'est juste de dire si tu es développeur Ruby, ton futur c'est Elixir, donc apprends Elixir et surtout ne change rien, attaque juste Elixir comme la prochaine version de Ruby. Et le seul problème, c'est que la seule chose que Ruby et Elixir ont en commun, et il n'y en a qu'une seule, c'est ce gars-là, José Valim, créateur du langage et ancien core committer au projet Rails. Passé cette personne, on va voir que les langages, les communautés, les philosophies, les paradigmes, les performances n'ont rien à voir. Alors ça va être un talk un peu technique, mais on ne va pas vous montrer de code.
Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, les syntaxes d'Elixir et de Ruby sont très proches. Et on pense que c'est là une des principales causes de cet engouement en mode Elixir c'est le nouveau Ruby, etc. C'est que si vous regardez juste la syntaxe d'Elixir, effectivement, et vous êtes développeur Ruby, ou que vous êtes développeur à peu près normalement constitué, vous devriez vous sentir un petit peu à la maison sur la plupart des aspects, etc. Et donc avoir l'impression qu'effectivement, ça va être un Ruby qui tourne juste sur une VM qui est plus performante que la VM Ruby et le MRI. Et donc ça c'est la cause de pas mal d'articles et de tweets que l'on voit qui nous expliquent que Elixir c'est Ruby qui a pris des stéroïdes, ou que Elixir c'est juste, comme on l'a vu au début, une évolution naturelle de Ruby. Et on va prendre un exemple réel pour essayer d'illustrer ce genre de comparaison qui pour nous n'a aucun sens. Hein, que les choses soient claires. C'est juste qu'on va comparer le français et l'espagnol. Le français et l'espagnol, ils utilisent le même alphabet, hein, les lettres de A à Z, avec 2-3 différences d'accentuation, mais rien de très compliqué, hein, on s'en sort avec un clavier. Ils sont tous les deux dérivés de la même racine latine. Et on pourrait faire de la traduction mot à mot d'une phrase espagnole en français et on s'y retrouverait, à partir du moment où on sait traduire pregunta en question, etc. Le problème, c'est que quand vous parlez espagnol, vous ne parlez pas français. Hein, donc un petit espagnol qui apprend l'espagnol à l'école, il n'est pas francophone. Le français ou l'espagnol n'est pas une version de l'autre on stéroïdes. Donc j'en vois qui commencent déjà à vouloir troller, mais on a bien deux langues qui sont complètement différentes. Et donc en fait, pour Elixir et pour Ruby, c'est la même chose et on va procéder à une comparaison très rapide des deux langages. Ruby, pour simplifier, vous avez des objets et vous allez globalement vous reposer sur la mutation pour changer l'état. Ce qu'on entend par là, hein, c'est que tout le monde est à l'aise avec ces concepts. Hein, si mon objet A change son état, mon objet B qui pourrait avoir une référence vers lui n'est pas obligé d'être au courant, d'être informé, etc. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle un peu c'est implicite en l'occurrence. Elixir, on n'a pas d'objet et on va préférer en fait se reposer sur la transformation. Hein, donc on va directement manipuler les données que l'on souhaite transformer, ce qui rend la chose plus explicite, à l'inverse de l'objet. Et voilà, on pourrait s'arrêter là et le talk serait terminé. Hein, voilà, il y a des objets, il n'y a pas d'objets, c'est implicite, c'est explicite. On va quand même essayer de creuser la première des différences. On pourra après parler réellement de ce qu'a voulu faire Joe Armstrong et de ce que pourrait dire Alan Kay là-dessus, mais c'est qu'Elixir, c'est pas un langage orienté objet. Et en Elixir, qu'est-ce qu'on a comme building blocks? On va avoir des modules, rien de très différent par rapport au Ruby ou à d'autres langages. On va avoir des fonctions, et là on va commencer à avoir des petites différences avec Ruby, parce que nos fonctions vont être comme tout langage fonctionnel des first class citizens, à savoir qu'on va pouvoir les passer en argument à d'autres fonctions. Et on va surtout avoir l'immutabilité des variables. Donc ça, c'est quand même le point clé par rapport à Ruby, c'est-à-dire qu'en dehors de votre scope, vous ne pouvez pas modifier les données d'un process, de tout objet, même si on n'a pas d'objet qui est extérieur au scope dans lequel vous travaillez. Et on va avoir d'autres petits outils sympathiques. Le premier d'entre eux, ça va être le pattern matching. Est-ce que vous savez ce que c'est que le pattern matching? Qui ne sait pas ce que c'est que le pattern matching? On peut l'expliquer simplement. Non, c'est cool. Ok. Donc le pattern matching, c'est juste que plutôt que de faire de la bête en fait assignation par exemple où tu vas dire que A est égal à 2, en pattern matching, à partir du moment où tu vas avoir par exemple une variable qui a déjà entre guillemets une valeur associée, tu vas pouvoir la comparer à une autre variable ou à une autre structure de données et par exemple comparer un array ou une liste avec une autre liste et sur des éléments en fait qui correspondent, Xavier donnera une définition bien plus scientifique que la mienne, va pouvoir tout simplement matcher un élément de la liste qui se trouve, pour moi, à ma gauche, avec celle qui se trouve à droite. Donc ça va nous permettre en fait juste de pouvoir par exemple comparer des valeurs de retour quand on travaille avec des API ou gagner du temps et surtout de la lisibilité quand on va en fait vouloir chaîner différentes fonctions qui ont toutes le même nom et la même arity, c'est-à-dire le même nombre d'arguments pour juste les différencier en fonction des arguments qui sont passés. Alors quand on a dit ça, vous allez me dire, bah ouais, super, breaking news, Elixir c'est juste fonctionnel. Parce que bon, c'est pas objet,
il y a des modules, des fonctions et des variables, c'est immutable, il y a du pattern matching, effectivement ça peut répondre à la définition d'un langage fonctionnel. Une fois de plus, nous on n'est pas à l'ILFP, donc la définition philosophique d'un langage fonctionnel ou scientifique, ça ne sera pas de notre ressort. Mais on s'en sort très vite justement de ce débat-là, parce que pour nous, Elixir, il n'est pas que fonctionnel, et c'est le pas que qui va nous intéresser. Et c'est le pas que qui va faire qu'Elixir n'a strictement rien à voir avec Ruby. Alors il n'avait déjà pas grand-chose à voir avec Ruby à partir du moment où il était fonctionnel et pas objet, mais quand on va parler de ce qui suit, on va encore plus marquer la différence entre les deux langages. Alors le premier point, c'est qu'Elixir est concurrent. Je crois avoir entendu dans la salle qu'il y avait des personnes qui faisaient du Go ou du Scala. Donc ces personnes-là vont aussi nous dire mon langage aussi est concurrent, effectivement. Mais c'est pas fini, donc on va même pas spécialement expliquer ce qu'est un langage concurrent, parce que ce qui va nous intéresser surtout, c'est qu'Elixir, il est distribué. Donc là, normalement, ceux qui font du Go, c'est un peu plus compliqué, et ceux qui font du Scala, on pourra continuer à en parler juste après. Comment ça marche concrètement la distribution en Elixir, et pourquoi c'est bien? Et là, pour le coup, ça arrive pas souvent, on va avoir une similitude avec Ruby, mais pas qu'avec Ruby, c'est que en Elixir, votre code, il est évalué de manière séquentielle. Donc là, ça va, on est à la maison comme dans beaucoup de langages. Et donc, votre business logic, votre ajout au panier, votre page de paiement, votre choix de la méthode d'expédition, j'aime bien le e-commerce, c'est écrit séquentiellement. Voilà. Donc, on met d'abord la carte bleue, ensuite on est débité, et à la fin, on a la page de confirmation, ou je ne sais quoi. Mais on va rajouter en fait un petit niveau à ça en Elixir, c'est que ce code, en fait, ce service, par exemple, si vous faites des service objects en Ruby, en fait, nous, on va le wrapper, on va le mettre dans ce qu'on appelle un process. Alors, qu'est-ce qu'un process, vous allez me dire? Un process, premièrement, c'est pas un process au sens où vous l'entendez si vous êtes allé en école d'informatique et que vous avez eu la chance, comme moi, d'avoir des cours de système d'exploitation. Donc on n'a pas un OS on n'a pas un process au sens OS du terme, on a un simple thread d'exécution. Et on a un thread d'exécution qui a en plus la particularité d'être ultra léger. Je sais plus quelle taille ça fait exactement, Kevin, je crois que c'est quelques kilos, c'est vraiment ultra light. Le deuxième point important, donc la première définition, c'est que c'est un thread. Donc c'est pas un process, mais à partir de maintenant, quand on va parler de process, on parle de process Elixir. Le deuxième point, c'est que les process communiquent entre eux et ne peuvent communiquer entre eux, et c'est le ne peuvent qui est aussi intéressant, qu'en envoyant et en recevant des messages. Aucune autre forme d'échange n'est autorisée et n'est possible. Le troisième point, c'est qu'ils sont complètement isolés. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je peux aller modifier la valeur du process Kevin si moi je suis le process Thomas. Seul moyen que je peux faire, c'est de parler au process Kevin. Et ça, c'est comme dans la vie réelle, en fait. Nous, êtres humains, on est tous des process. Vous ne pouvez pas lire la donnée qui est à l'intérieur de mon cerveau. Le seul moyen que vous avez de savoir ce que je pense, ou ce que je vous dis que je pense, c'est qu'on communique par des messages. C'est le seul moyen. Et donc, en Elixir, c'est exactement pareil. Et le quatrième point, et pas des moindres, c'est que tous ces process peuvent être exécutés de manière concurrente sur une seule et même machine, mais pas que, mais à une échelle très importante. Est-ce que vous avez entendu parler de l'article de blog de WhatsApp qui est fait en Erlang, qui a expliqué comment ils étaient arrivés à 2 millions de process sur une machine? Non, en gros, on vous mettra le lien. Donc WhatsApp, il y a 2 ans, en fait, a écrit un blog post pour expliquer en quoi Erlang c'était de la bombe. Donc Erlang, c'est un des langages qui tourne sur la VM Erlang qu'Elixir exploite. Et donc sur un sur un serveur qui avait, je crois, une dizaine de processeurs et 60 gigas de RAM, ils ont fait communiquer 2 millions de personnes qui étaient connectées à WhatsApp, chaque personne connectée à WhatsApp ayant un process pour la représenter. Voilà. Donc, monter à 2 millions de connexions sur un serveur, c'est quand même pas mal, surtout quand on commence à parler de process isolés. Si vous essayez de faire tourner 2 millions, ne serait-ce que de threads que vous gérez manuellement avec votre langage sur une machine, c'est pas simple. Donc, et de les faire communiquer entre eux de manière complètement isolée, etc. Bon courage. Mais c'est pas fini. Chaque process, une fois de plus, chaque process Elixir est adressable, et adressé d'ailleurs.
Et donc il se retrouve avec un petit PID qui lui est associé et qui nous est communiqué en fait quand on les spawn. Et ils communiquent et ils peuvent communiquer entre des nodes. Donc un node, on pourrait dire que c'est un serveur, qui sont situés n'importe où sur Internet. Alors ça paraît basique dit comme ça, hein, parce qu'en 2016, forcément, envoyer des messages à un serveur qui est situé à Tokyo, il n'y a rien de révolutionnaire derrière ça. Ce qui est révolutionnaire, c'est juste d'imaginer qu'en Ruby, vous auriez un objet, une instance qui pourrait communiquer avec une instance d'un autre objet Ruby qui serait exécuté par une VM Ruby qui est à l'autre bout de la planète sans que vous ayez à gérer tous les aspects réseau, sécurité, performance, scaling, enfin voilà. À partir du moment où la machine virtuelle Erlang est bootée, qu'elle a accès au réseau et que vous configurez ce qu'il faut, hein, il y a des trucs il y a des règles de sécurité qui sont en place, tous vos process peuvent communiquer entre eux, nativement. Alors c'est cool, parce que grâce à ça, ce qu'on va faire, c'est que notre business logic, hein, notre fameux code qui permet d'ajouter un article au panier, en fait, on va l'écrire séquentiellement, mais on va l'exécuter de manière concurrente au sein d'un process. C'est toujours OK pour tout le monde Et donc désormais, on a un truc qui est génial, c'est qu'on va avoir un business workflow, hein, ce que je vais appeler le business workflow, c'est le workflow de mon site e-commerce, qui va s'exécuter de manière concurrente, juste parce que je vais être capable de spawner une infinité de process sur mon serveur. Il y a un petit point qu'on n'a pas précisé, mais comme ça on fait un petit peu une intro à Elixir là, c'est que par défaut, la VM Erlang va exploiter 100% des ressources disponibles sur une machine sans que vous ayez besoin de la configurer. Hein, donc on n'est pas avec la JVM là où il faut tout tuner au poil de cul. Là, de base, Erlang, il prend la place qui est mise à sa disposition parce que comme en fait son environnement d'exécution le plus basique, c'est un tout petit process qui fait que quelques kilos, bah, il en spawn autant qu'il veut et puis tant qu'il y a de la place, il en spawn. Alors comment on va gérer, parce que ça va être un point qui devient très vite délicat, les exceptions, les échecs dans ce cadre-là. Alors en Ruby, c'est pas compliqué, hein. Quand vous avez regardé comment fonctionne en gros un framework comme Rails, comment fonctionne la connexion à votre base de données PostgreSQL pour Ruby, hein, vous le savez, c'est ni plus ni moins qu'un bon gros begin rescue des familles. Donc si la connexion à votre base de données a un problème, pas de problème, c'est catché, on est reparti comme en 40. Et alors, c'est un peu flou cette idée-là, parce que ça vise à dire, il y a un truc exceptionnel qui vient d'arriver, mais en fait on s'en fout, on va juste continuer à bosser comme ce qu'on faisait, parce qu'au final, on voit pas le problème. Et ça, si vous connaissez ce monsieur, hein, c'est ce qu'on appelle la définition de la folie. C'est-à-dire faire la même chose à plusieurs reprises et vous attendre à un résultat différent. Alors en Elixir, on ne va pas avoir de potion magique pour gérer ça, mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est que quand un process fail, comme ils sont concurrents, distribués, et qu'on peut en avoir des milliers, il n'impacte que lui. Parce que souvenez-vous, ils peuvent échanger que des messages, et moi, process A, je ne peux pas modifier la donnée de process B. Donc si je meurs, il n'y a que moi qui meurs. Et donc on va pouvoir un peu plus simplement contenir un peu la déflagration d'un bug. Mais surtout, et on va voir juste après, on va pouvoir définir au niveau de notre process la politique que l'on veut voir appliquée en cas de crash. Qu'est-ce que doit faire mon process s'il a un problème? Donc plutôt qu'être bêtement catché et relancé, etc., et d'ailleurs on ne sait pas trop comment, là, au moment où je crée mon process, je vais pouvoir déterminer quelle est sa politique de réinitialisation. Et ça veut dire que je vais pouvoir, si on reprend l'exemple par exemple de la base de données ou d'un serveur d'envoi d'email, etc., je vais pouvoir définir un état initial, un état normal, un état sain que mon application a normalement au démarrage. Et en cas d'échec grave que je n'aurais pas été capable de catcher, parce qu'on sait aussi gérer des exceptions normalement, et je vais juste redémarrer à l'état initial. Et en fait, ça c'est quelque chose que qu'en tant que développeur, on a tous fait un jour. C'est-à-dire qu'à un moment, ça fait 3 heures que vous cherchez un bug, vous pétez un câble et vous redémarrez votre bécane. Et là, qu'est-ce qui se passe quand vous redémarrez votre bécane et que vous relancez? Il n'y a rien qu'à changer, elle a redémarré la machine. Et que vous relancez le truc, ça marche. Ça, c'est l'illustration de ce qu'on fait avec un process Elixir, c'est-à-dire qu'on va le redémarrer et on va revenir dans un état initial, donc normal, censé être fonctionnel, en cas d'échec. Alors le souci, c'est que si on fait tout ça, tout ce que je viens de décrire,
et qu'on écrit tout le code qui est nécessaire à spawner des process, à faire en sorte qu'ils communiquent entre eux, à gérer les exceptions, les cas d'échec, la politique qu'on doit appliquer à partir du moment où il y a un problème, etc., ça va faire énormément de code. Et si je dois écrire tout ce code à chaque fois que j'écris un process, je vais avoir des milliers de lignes dans chaque process, ça va pas être très très cool. Et donc là arrive OTP, Open Telecom Platform, qui est en fait un set d'outils, une bibliothèque, qui vient enrichir le fonctionnement de la machine, l'écosystème de la machine virtuelle Erlang. Donc à partir de maintenant, on va parler de BIM. BIM, c'est la machine virtuelle Erlang, et d'OTP, qui est donc un peu un super set d'outils qui vient enrichir le fonctionnement de la VM Erlang. Donc la VM Erlang va nous donner les fondations de la distribution, de la concurrence, et OTP va nous donner les outils pour pouvoir, je vulgarise, mais facilement, simplement, écrire du code qui peut exploiter la richesse et la force de la machine virtuelle Erlang. Très rapidement, qu'est-ce que ça nous donne OTP? OTP, ça nous donne un pattern qui est Gen Server. Gen Server, ça ne veut pas dire Generate Server, c'est pour ça qu'on a précisé entre parenthèses, ça veut dire Generic Server. C'est en gros le pattern de process classique que vous allez pouvoir utiliser. On va avoir des tas d'autres patterns qui sont dérivés de Gen Server, mais le plus important et le seul qui a vraiment besoin de connaître, c'est Gen Server. Et donc Gen Server, ça va donc imprimer le comportement de notre process et ça va nous donner des outils pour pouvoir stocker notre état, notre donnée, et définir les méthodes qui vont permettre de le manipuler, les messages qui vont être échangés avec d'autres process pour travailler avec. Ça va nous donner en deuxième ce qu'on appelle un supervision tree, et donc ça va être, en bon français, un arbre de supervision, c'était très compliqué à traduire, qui va organiser le cycle de vie de tous nos process. Et quand tout à l'heure je parlais un peu de stratégie en cas d'échec avec un process Elixir, là vous allez pouvoir dire, si j'ai un de mes process qui meurt, et que c'est un parmi n, et qui sont un peu tous liés parce qu'ils échangent entre eux, etc., qu'est-ce que je fais? Est-ce que je restart les n process? Est-ce que je ne restarte que ce process? Est-ce que je le laisse crever et que je ne le restarte pas? Est-ce que s'il avait des enfants lui-même parce qu'il supervisait d'autres process, je tue aussi ses enfants? Donc vous allez avoir différentes stratégies, c'est un tout petit atome, comme un symbole Ruby, vous définissez sa politique et ça va fonctionner. Donc avec OTP, on va pouvoir mettre en place des logiques de supervision. Puis on va avoir surtout des outils de persistance, donc globalement des bases de données key value, Redis, like, qui vont soit vivre en RAM sur un node, soit vivre en RAM et être persistées sur le disque, toujours sur un node, donc là c'est le cas de ETS et de ETS, soit dans le cas de Mnesia, vous aviez à faire un super article sur le blog de Dernier Cri à ce sujet-là, vous allez en gros avoir le comportement de ETS, DETS, mais distribué à travers tous vos nodes. Donc vous allez avoir embedded, j'ai envie de dire gratuitement, sans aucune config, sans rien avoir à télécharger, configurer, superviser, un super cluster Redis, je vulgarise une fois de plus, mais globalement c'est ça, complètement natif et connecté, entre guillemets, avec la VM Erlang, avec lequel vous allez pouvoir parler directement en Elixir et dans lequel vous pouvez, alors là c'est juste qu'on a lu dans la doc, on n'a encore jamais testé, donc Xavier tu nous arrêtes si on dit des conneries, mais stocker des structs Elixir. Donc ça c'est quand même plutôt super cool. Des structs Erlang. Oui, enfin, voilà, mais comme c'est l'île Elixir, c'est des structs Elixir. Mais donc aussi des structs Erlang. Et en fait, si on en revient au début du talk, où on disait Elixir, enfin c'est pas juste Ruby 3, c'est qu'aujourd'hui on voit énormément de personnes qui font de l'Elixir depuis des mois, enfin des semaines voire des mois, et qui n'ont jamais touché à Gen Server, qui n'ont jamais touché à ETS, DETS, qui n'ont jamais vu ou mis en place de supervision tree, qui n'ont jamais stocké, persisté quoi que ce soit en tant que data dans autre chose qu'une base de données relationnelle. Et donc pour nous, si vous faites de l'Elixir et que vous n'utilisez pas OTP, c'est qu'il y a un problème en gros. Parce que si vous voulez faire de la concurrence et de la distribution avec Ruby, sachant que la concurrence et la distribution, c'est la promesse d'Elixir, comment vous allez devoir le faire? Si on se dit, hop, Elixir n'existe pas, Erlang n'existe pas, Scala n'existe pas. Et donc, pour arriver à ce même niveau-là, juste sur la concurrence, on va devoir, en fait, faire quoi? Premièrement, gérer du threading. Alors moi je l'ai fait en Ruby, been there, done that, et j'ai plus jamais envie d'y retourner. Je sais pas pour les développeurs Ruby, ceux qui ont eu à optimiser des applications qu'ils avaient développées eux-mêmes pour faire du threading, c'est quand même assez chiant.
Parce que vous devez bien évidemment gérer l'état qui accède. Vous allez avoir des centaines de threads qui sont là les uns à côté des autres, qui peuvent plus tous accéder à la donnée de l'autre, modifier l'état, et puis comment ça se passe en cas d'accès concurrent, qu'est-ce qui se passe si le process B il arrive juste avant celui qui était censé arriver avant et qu'il a modifié l'état et que celui qui arrive derrière, enfin on comprend plus rien, c'est le bordel. Donc on va devoir faire du mutex pour gérer justement ça, et dans tous les cas ça va être assez compliqué. Et puis ce qu'on va devoir faire aussi assez rapidement, pour retrouver un peu le comportement d'ETS, d'ETS, mais pas que, pour pouvoir un peu distribuer ça et que notre machine ne pète pas un câble, c'est gérer en fait des background jobs avec un rescue, avec un sidekick, ce qui est très bien. Moi je l'ai fait, ça marche très bien. C'est des très bons outils. Le souci, c'est que c'est fire and forget, donc vous ne pouvez pas par exemple traiter une demande de paiement synchrone dans un background job. Si vous avez besoin que votre client reçoive des infos pendant le paiement, garder la communication avec lui, ça va être compliqué. Ça peut vite devenir ce qu'on va appeler un enfer d'appels récursifs, quand un job appelle un autre job, qui lui-même appelle un autre job. On va finir par avoir du mal à débugger et à comprendre ce qui se passe en cas de problème, et surtout à retrouver un état sain, c'est-à-dire, c'est ce qu'on disait, de pouvoir repartir avec l'état initial de notre donnée parce qu'on a eu un crash. Et bien sûr, pour faire tout ça, et c'est quasiment le plus important, vous allez avoir besoin d'un sacré bon sysadmin. Parce que Ruby, de base, la couche réseau, c'est pas trop où elle est, quoi. Mais si vous arrivez à faire tout ça, et si vous l'avez déjà fait au travail, vous avez une super application qui est complètement concurrente et qui fait de la distribution en Ruby, vous pouvez en parler à ce gars-là. C'est juste Mats, qui est le créateur de Ruby, parce que en gros, ça, c'est juste la timeline de Ruby 3. Ruby 3, qui devrait arriver dans 2, 3, 4, 5 ans, qui a été annoncé, moi j'étais à Euruco là cet été, enfin à la rentrée plutôt. Ruby 3 va adresser ces sujets-là et ces problématiques-là, mais uniquement en termes de concurrence, bien évidemment. L'aspect distribution, les nodes, etc., vous oubliez. Donc vous allez juste avoir la possibilité d'exécuter de manière simple et native des threads de manière concurrente sans avoir à faire du threading à la minute. Donc j'ai bientôt fini, mais qu'est-ce qu'on a appris? Alors nous là, c'est nous Fuelines. Qu'est-ce qu'on retire un peu de notre expérience d'Elixir et de pourquoi on pense que Elixir c'est pas la suite de Ruby. C'est que premièrement, pour architecturer, on aime bien faire des belles applications, se prendre la tête sur les bons design patterns, faire quelque chose de solide, de bien documenté et qui puisse évoluer dans le temps. Il faut arrêter de réfléchir en termes de ce qu'on a appelé de la data hiérarchie. Alors si on vient de l'objet, c'est de la hiérarchie d'objets, c'est qu'est-ce qui est dry, qu'est-ce qui est SRP, comment est-ce que mon objet, je suis sûr qu'il est bien générique, etc. Ça, c'est pas suffisant. Et c'est même en fait quasiment pas nécessaire, parce que si vous êtes développeur depuis plusieurs années, ça c'est quelque chose que vous faites normalement, je l'espère, assez naturellement, de vous poser ces questions-là et donc d'avoir les réponses. Mais nous, ce qu'on a eu besoin de faire, et ce qu'on a mis du temps à faire, parce qu'on n'avait pas identifié ça comme étant le facteur clé d'un bon design pattern d'une application distribuée, c'est surtout de se poser la question de la manière dont notre application doit réagir en cas de failure. Comment elle se comporte au niveau d'un process quand on le crée, au-delà même de dire comment je découpe mon process, c'est comment est-ce que tu te comportes si tu crashes, et comment est-ce que je vais stocker la donnée de ton état. Je vais prendre un exemple très simple. Nous, on a fait pour un de nos clients un wizard de création de compte qui se fait en 4 étapes. Donc vous devez donner votre adresse email, choisir votre véhicule, ajouter votre CB. Et puis comme c'est les marketeurs, ils veulent plein d'étapes, il faut que ce soit découpé, il faut pouvoir revenir en arrière, mais se souvenir, etc. Et donc ça c'est génial. Et comment je l'aurais fait si je l'avais fait en Ruby on Rails à l'époque? Tiens, je t'aurais foutu tout ça, persister dans la DB, une bonne grosse state machine des familles, et puis voilà quoi. C'était dans tous les cas, pour l'avoir déjà fait, un peu la merde. Typiquement, désormais, nous, un wizard de création de compte, pour un client qui est en instance de création de compte dans un wizard, on a quoi? Si vous avez suivi, un process. Et ce process, il stocke son état dans la RAM. Parce que la question qu'on s'est posée au moment où on l'a design, c'est qu'on a dit, qu'est-ce qui se passe si notre process, notre client, il perd sa data de son wizard de création de compte? Concrètement, ça veut dire que le serveur a crashé. C'est pas grave, il reviendra à un état initial. On va le retrouver, on retrouvera ces informations basiques qui étaient en base de données. Tout le reste des informations qu'il avait commencé à remplir, dans le cas d'un crash, c'est pas grave, on les perd. C'est une décision qu'on a prise. On a répondu à cette première partie de la question.
Et à la deuxième, de où stocker l'état dans ce cas-là, dans ETS, à savoir dans une base de données clé-valeur qui est en mémoire, donc très performante. Alors OTP, BIM, ça ne nous donne pas en fait de... Il n'y a pas de right way, il n'y a pas de magical pass, il ne va pas y avoir de raccourci avec OTP pour designer une belle application distribuée. Ça va juste nous donner des outils très basiques. OTP, c'est pas un framework, donc il n'y a pas de... Voilà, c'est pas juste comme ça, à des IP avec une doc magnifique, et puis vous pouvez très rapidement faire votre blog en 15 secondes. Vous allez avoir besoin de passer beaucoup de temps à réfléchir à la manière dont vous allez vouloir designer votre application. Vraiment. Et en conclusion, on pense qu'Elixir, c'est clairement une technologie pour là ou les décennies à venir, à partir du moment où vous acceptez de redevenir un peu un noob et de rebrancher, de refaire les connexions dans votre cerveau sur la manière dont vous attaquez le développement. Je parle de tout ça quand vous avez un background objet. Je ne parle pas à tous les gens qui viennent à l'ILFP et qui sont déjà très très bien rewired. Et surtout, n'hésitez pas à passer à Elixir si vous avez envie d'un nouveau challenge. Et donc si vous êtes prêt un peu à vivre cette expérience-là et à vous faire un peu mal. Parce que si ce que vous cherchez, c'est juste Ruby avec de la concurrence, nous on va vous recommander de l'attendre en fait, parce qu'il arrive. Voilà, merci à tous. Et si vous avez des questions... Parle bien dedans, je sais pas si... Ouais. Depuis que tu utilises Elixir, depuis que vous utilisez Elixir, est-ce que, d'une part, ça a changé la façon dont tu penses les programmes? Je pense que tu as répondu un petit peu à la question. Mais surtout, est-ce que tu vois des cas d'usage? Est-ce que tu réutiliserais par exemple Ruby on Rails aujourd'hui dans un nouveau projet? Et si oui, est-ce que tu le referais de la même manière? Non, mais question qui peut prêter à débat en plus, donc je vais essayer d'être le plus neutre possible. Alors aujourd'hui, si je devais refaire du Ruby on Rails, et le cas s'est présenté, c'est que je pense qu'il n'y a aujourd'hui encore rien de mieux comme techno pour prototyper quelque chose. Donc le cas concret, c'est que nous, il nous arrive d'accompagner des startups, je déteste ce mot, mais bon, comme ça c'est imposé, des boîtes qui ne savent pas encore comment elles vont faire de l'argent, et qui cherchent donc un modèle, et c'est ça qui est très intéressant. Et avec Ruby, c'est idéal justement d'avoir Ruby on Rails, parce qu'on va pouvoir prototyper très rapidement, et concrètement, pour une boîte qui va avoir 15, 20, 30 connexions pour un site web d'une startup, on n'en a quelque part rien à faire de pouvoir être concurrent et distribué. Parce que la problématique de comment on va scale, pour pouvoir scale, il faudrait déjà qu'il y ait des mecs pour que le business scale. Donc moi je continuerai à attaquer et à recommander Ruby on Rails comme très bonne technologie de prototyping, de bootstrapping, pour tester très rapidement ces idées. Et après la deuxième partie de ta question sur la manière dont que ça a changé chez nous dans notre approche du développement, est-ce qu'il y a des patterns qu'on réutiliserait de Ruby? Ouais, est-ce qu'il y a des patterns que tu réutiliserais d'Elixir et que tu mettrais dans Ruby? Honnêtement, j'en vois pas spécialement, mais parce qu'on était déjà un peu sorti de la Railway, donc c'est vrai que c'était on a des formes objects, des services objects, des policies, ce genre de choses. Donc moi j'en vois pas. Mehdi, Kevin, je sais pas si vous voyez on a quand même switché quoi, si tu veux concrètement. Le fait est que aujourd'hui 80 parce qu'on fait quand même du JS, il y a du front. Mais en gros, sur tous les développements back-office, on fait plus que de l'Elixir. Mais justement, tu as dit que tu faisais du JS, alors JS qui a certaines capacités à faire du fonctionnel, est-ce que du coup, depuis que tu fais du Elixir, tu vas avoir tendance à mettre de l'imitabilité? Non, mais moi je fais pas de JS, donc en fait, je peux pas trop répondre à cette question-là parce que je suis vraiment pas un front-end guy et j'aime pas vraiment JS, mais enfin c'est un très bon langage, mais c'est pas trop. Mais Mehdi pourra peut-être répondre un peu à cette question-là si tu le souhaites. Mais je pense que comme il est déjà bien in the Redux pattern, je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de choses qui réutilisent venant d'Elixir. Je pense que la clé c'est plus de se dire on a des patterns en fait en Elixir qui ne sont même pas ceux
typique de la programmation fonctionnelle, j'ai envie de dire. Parce que notre problématique, c'est plus la manière dont on fait de la distribution, concrètement, que de faire du code purement fonctionnel. Déjà parce qu'on va avoir un langage qui est assez haut niveau par rapport à d'autres langages fonctionnels, et qui a des choses comme, franchement, enfin, les monades, etc., avec lesquelles nous on ne travaille pas. Je veux dire, pour le délire, je ne sais plus qui fait de la scale là comme ça le soir quand il s'embête. Voilà, comme moi, on a tous des occupations qui sont les nôtres. Et c'est vrai que j'ai pris une claque quand j'ai fait mes cours en Haskell, parce que j'ai vu une grosse différence entre Haskell et Elixir dans la manière de penser les choses, etc. Tout à l'heure, je parlais de code séquentiel et toutes ces choses-là. Donc, je pense qu'Elixir, c'est clairement une niche un peu à part. C'est un langage fonctionnel, mais avec des outils distribués. Et c'est la partie outils distribués sur laquelle nous, on a envie d'insister. Parce que c'est elle qui change la donne, et c'est elle qui change la manière dont vous concevez, vous devriez concevoir vos programmes. Je ne sais pas si tu as répondu à ta question. Oui, je parlais très fort. J'ai une question un peu naïve. Tu as dit que la primitive de communication dans les processus Elixir, c'était les messages. Alors moi, je ne pratique pas vraiment l'orient-objet, mais j'en ai une connaissance légèrement théorique. Et moi, on m'a souvent dit que ce qui caractérisait l'orient-objet, c'est justement la notion de message. Et donc, est-ce qu'en couplant cette notion de message avec l'objet Fiber, qui existe depuis le 1.9 ou 1.3, est-ce qu'on pourrait imaginer avoir un système concurrent réellement utilisable? Je dis juste concurrent, pas distribué. Pourquoi pas, oui, je sais pas, je me suis pas posé cette question. Je pensais que tu allais me parler d'Alan Kay et plus globalement du fait qu'en Elixir on allait avoir effectivement la véritable définition de l'objet, parce qu'un process c'est de la donnée, du comportement, une isolation totale, de la véritable immutabilité, et que la seule manière de pouvoir agir sur un autre objet c'est de lui envoyer un message. Voilà. Moi c'est plutôt ce que je vois, plutôt que de me poser la question de savoir comment on va rendre Ruby concurrent ou distribué. Je pense pas que le débat soit là, malheureusement, désormais. Il y a d'autres questions? Bon, allez-y, donnez la voix haute, je les répéterai pour... Alors moi, je fais partie des gens qui ont découvert Elixir ce matin, cet après-midi. Ouais. Un peu ce soir aussi, j'espère. Un peu ce soir. Merci pour la présentation. Merci. Je voulais savoir quelles sont les applications autres que le web. Est-ce qu'il y a des applications scientifiques, par exemple? Genre un peu comme Scala, ou est-ce que... Alors, scientifique, je pense qu'il faut que tu poses la question à Xavier, mais je suis quasiment persuadé que, vu que ce monsieur est issu de l'université française, un peu belge aussi, mais surtout française, et qu'il fait de l'Erlang depuis tout petit, c'est qu'effectivement, ça doit être utilisé quand même dans le milieu scientifique, mais moi, je ne pourrais pas te répondre là-dessus. Par contre, sur les autres applications en dehors du web, oui, avant tout. La première, elle est surtout au niveau des télécoms, mais elle est aussi sur, en fait... ça, c'est Erlang pur. Erlang. Après, dans Elixir, on a un langage qui est assez récent, mais qui commence à être utilisé beaucoup dans l'informatique embarquée, hein, le fameux Internet des objets, avec des frameworks comme Nerves, dont vous avez peut-être entendu parler, qui vous permet en fait de faire tourner la VM Erlang, BIM, sur un Raspberry Pi. Et donc, vous allez pouvoir déployer très facilement des applications Elixir que vous avez packagées, compilées, directement vers un Raspberry Pi. Et Kevin pourra un petit peu vous en parler parce qu'il a des petits projets personnels qui tournent autour de ça, et ça change quand même pas mal la vie de passer de Python à Elixir pour pouvoir interagir par exemple avec une LED sur la notion d'état, de quelle couleur est-ce qu'elle doit être en fonction de ce qu'elle reçoit comme message, etc. Quand vous pensez à réfléchir comme ça et qu'une LED ça devient un process, ça change la vie. Donc ça c'est une des applications d'Elixir en dehors du web. Tu nous as présenté surtout les avantages d'Erlang au final, et pas tellement d'Elixir, j'ai l'impression. Et je pense que ça doit être un truc à part, Erlang et Elixir, les différences. Ouais, alors, juste en une phrase ou deux. Alors la question c'est que j'ai pas présenté j'ai surtout présenté les avantages d'Erlang dans ce talk, plutôt que ceux d'Elixir, et quels seraient les avantages d'Elixir par rapport à Erlang. Alors effectivement on a plus parlé des avantages d'Erlang parce que c'est Erlang qui fait la différence et qui explique en quoi en fait Elixir c'est pas Ruby 3 ou 2 ou 4, ou c'est pas juste une suite. Après, ce qu'Elixir ça amène concrètement par rapport à Erlang, premièrement, c'est une syntaxe qui est plus facile à appréhender quand tu viens des langages un peu mainstream, j'ai envie de dire. Deuxièmement, c'est clairement par exemple des macros qui permettent, je l'ai survolé, je n'ai pas expliqué ce que c'était, je viens de m'en rendre compte,
Et les macros, ça permet de faire de la métaprogrammation, d'écrire en fait de l'Elixir en Elixir. Le meilleur exemple, c'est que 60-70%, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais il est assez important, d'Elixir est écrit en Elixir via des macros. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme avantage d'Elixir versus Erlang, Kevin ? Les protocoles, c'est juste colossal, les protocoles, donc cette logique un peu d'interface à la Java, si tu as fait du Java. Une documentation et un écosystème qui est beaucoup plus noob-friendly, hein, parce qu'aujourd'hui on a déjà beaucoup de bouquins, ne serait-ce que Smeetup, tu vois, il n'y avait pas de Erlang Lil par le passé, avant même qu'Elixir existe. Donc, et je pense aussi une communauté qui est quand même ultra dynamique et qui a, à la différence de beaucoup d'autres langages qui viennent exploiter une VM déjà existante, deux communautés Erlang et Elixir qui travaillent vraiment de concert. Et à la différence de ce qu'on peut voir, malheureusement, je ne souhaite pas troller, mais c'est quand même une réalité autour de la JVM, entre Clojure, Scala et Java. On a aujourd'hui Joe Armstrong, créateur d'Erlang, et donc de sa VM, d'OTP, etc., qui a une réaction en mode « that's good shit » quand Elixir est sorti, et désormais, en fait, on a les core committers de Erlang qui passent plus de temps à améliorer les performances de la VM et résoudre des bugs qui sont vraiment liés, entre guillemets, à cette logique de concurrence et de distribution, plutôt que de venir enrichir le langage Erlang en lui-même, une forme, tu vois, un peu d'acceptation du fait que sur tout ce qui va être d'assez haut niveau et du langage, le flambeau était désormais un peu plus passé du côté d'Elixir, mais en tous les cas, les deux communautés fonctionnent ensemble. Et pour moi, c'est un des gros points. Ce que je peux de dire, c'est d'habitude, la syntaxe s'en fiche. Erlang, c'est un des rares cas de figure où la syntaxe était vraiment problématique, dans beaucoup de cas, notamment les lambdas récursifs. Et Elixir, parce qu'il s'inspire du travail de Raya, qui est un langage qui ressemblait à Elixir, mais qui était allé avant, à solutionner. Et donc Elixir, vraiment, solutionner la syntaxe, ça ne paraît rien du tout. Et dans beaucoup de cas, ça n'a aucun intérêt. Mais dans le cas d'Elixir, c'est un des seuls cas que je connais dans l'industrie de l'informatique où ça a vraiment du sens. Et donc, rien que l'amélioration syntaxique, c'est vraiment quelque chose de génial. Parce que c'est pas juste une question de goût, ça résout vraiment des problèmes. Et je pense que c'est aussi son pire ennemi et le plus gros danger. Enfin, c'était tout le sens de notre talk de ce soir. Ouais. Les langages objets, ils ont apporté toute une méthode pour créer des applications, avoir des design patterns, tout ça. Aujourd'hui, est-ce qu'on retrouve une méthodologie pour Elixir, pour créer des bonnes applications, ou est-ce qu'il faut faire tout à chaque fois par projet? Moi, je pense à mon état là, et comment je vais l'utiliser. Alors, la question, c'est est-ce qu'on a, en gros, des designs, les langages objets ont amené énormément de design patterns et de best practices sur la manière dont on devait attaquer le développement d'une application. Est-ce qu'on va retrouver les mêmes choses avec Elixir, avec des design patterns et ce genre de choses? C'est bien ça? C'est juste le recording. Alors, malheureusement, j'ai envie de dire pas vraiment. Nous, en tous les cas, c'est le problème qu'on a eu. C'est que justement, très honnêtement, on s'est mis à faire de l'Elixir de manière sérieuse il y a un an. En se disant, ok, on avait un peu prototypé avec, testé, on était vraiment convaincus du truc, et donc il y a un an, on a dit, ok, on fait le saut, on y croit, c'est parti. Et à partir de là, on est passé par ces phases où c'est ce que j'expliquais dans le talk, fort de l'expérience qu'on avait de programmation orientée objet, nos design patterns, nos services objects, ce genre de choses, etc. On s'est dit, bon, si on architecture bien notre application, qu'elle est suffisamment modulaire, etc., composable, ça va faire une bonne app. Et en ça, en fait, on est passé complètement à côté du cœur d'Elixir, et donc qui était ce dont on a parlé, à savoir ce côté distribué, comment est-ce que tu fais des process, comment est-ce que tu définis des politiques, etc. Et en fait, tu as très peu de design patterns, très peu de bouquins qui expliquent que c'est ça la clé, ou que ça peut en être une. Donc c'est un apprentissage qu'on a fait par nous-mêmes, et le seul bouquin qu'on peut recommander qui en parle un peu, enfin il y en a deux. Il y a The Little OTP and Elixir Guidebook qui permet en fait qui te fait réimplémenter en fait tous les patterns d'OTP comme GenServer, comme Poolboy, etc. mais en mode bit couteau from scratch pour que tu comprennes réellement comment c'est fait. Et le deuxième qui est d'un beaucoup plus haut niveau, mais qui est de Francesco Cesarini, qui est un des core committers d'Erlang, particulièrement sur les aspects de distribution de la VM, qui donne des design patterns d'architecture d'application, notamment au niveau des supervision trees. Est-ce qu'il y a une bonne interopérabilité avec certains langages, en particulier pour arriver à rendre compatible par rapport à nos applications, ou est-ce qu'il faut passer par une architecture microservice sur un back-end à chaque fois?
pour arriver à interopérer proprement avec d'autres technos? Alors, juste pour bien comprendre la question, tu disais data science, Ouais. c'est ok. Alors, nous on n'en fait pas, donc je ne sais pas après ce que tu vas mettre derrière. Après la deuxième partie de ta question, donc tu parlais plutôt de devenir interopérabilité avec quoi, juste des API HTTP classiques ou ce genre de choses. Alors sur le premier point, des outils de data science, nous on n'en fait pas, il y en a peut-être, mais je ne les connais pas, ni même en termes de big data, toutes ces choses-là. C'est pas aujourd'hui des problématiques qu'on a. Par contre, au niveau du fait de pouvoir bien évidemment avoir des bibliothèques pour connecter à des API, etc., tu as une bibliothèque de base ultra basique si la question c'est juste au niveau de ce qu'est HTTP, HTTP Poison, enfin HTTP Poison, il n'y a qu'un seul P, qui fonctionne très très bien. Nous, c'est celle qu'on utilise pour travailler avec des API. Et après, je pense que c'est comme dans plein d'autres langages, c'est rarement une problématique que de trouver une bibliothèque pour te connecter à une API. Ou après, il y a peut-être une question plus complexe derrière, mais on pourra en parler juste après, parce que je n'ai peut-être pas saisi. Est-ce que c'est un langage qui est compilé? Est-ce qu'il y a un système de type? Et est-ce qu'il permet d'apporter des garanties sur des choses un peu avancées comme les types de messages qu'un process peut recevoir ou est-ce que tu peux renvoyer en réponse, ce genre de choses? Oui, alors... Je pose la question parce que moi aussi, j'ai travaillé un peu avec Aka et au moins il y a un an, deux, c'était encore des points de assez majeurs. Ouais, alors Aka, le modèle acteur de Scala. Ok. Alors sur le système de type, tu vas pas l'avoir au sens où je pense que tu aimerais l'avoir. Donc comme ça c'est réglé. Au niveau du fait de checker des messages, alors on pourrait les avoir avec Dialyzer qui va nous permettre effectivement de rajouter vraiment du typage fort. Mais malheureusement Dialyzer, qui fait pourtant partie d'OTP, qui est maintenu par la communauté Erlang, ne s'est pas imposé, et même si on peut l'ajouter dans nos projets, nous on a essayé de le faire. Le problème c'est que toutes les bibliothèques dont on dépend n'inclut pas Dialyzer et qu'on a en tous les cas nous jamais réussi à pouvoir ajouter Dialyzer sans qu'il gueule et qu'il pète à cause des dépendances qui n'étaient pas typées via lui. Au niveau des messages, alors tu fais juste du pattern matching sur les messages que tu reçois. Peut-être que moi j'ai un peu tendance à toujours chercher comment contourner le truc, mais nous ça nous suffit aujourd'hui en forme de typage des messages qu'on reçoit, mais ça va pas être du typage au sens propre, pur et dur du terme, donc j'aurais envie de dire non aussi à cette question-là. Une fois de plus, Kevin Mehdi, je parle sous votre contrôle, mais on n'a pas vraiment de solution autour de ça. Potentiellement, en fait, ton message, c'est juste un tuple avec une string. Après, tu peux pattern matcher sur une struct. Voilà. Alors, on peut pattern matcher sur une struct ou d'autres choses, mais on se reposera toujours sur le pattern matching pour... Ouais, du coup, s'il y a un message qui arrive et qui est une forme, disons qu'on va utiliser le motif, à laquelle tu t'attendais pas, c'est une runtime. Non, alors de base, en fait, il est juste ignoré. C'est la beauté du truc. Enfin, pour nous. D'autres questions? Ouais. Yes. Du coup, les process, ils parlent entre eux, mais si tu as besoin, par exemple, qu'un WebSocket parle avec ton process, comment ça se passe à ce moment-là? On a des bibliothèques pour ça, on a les channels qui fonctionnent très très bien. Donc, que ce soit n'importe quel langage peut parler à un process. Exactement. En fait, alors, il n'y a pas que les channels, mais les channels qui sont là plus un projet autour de Phoenix. En fait, on a des SDK pour iOS, JS, etc. qui nous permettent directement de pouvoir parler via Phoenix à nos process Elixir. Par contre, depuis l'extérieur, tes process Elixir sont pas tes process en fait sont pas accessibles, ouverts. D'accord. Et donc, toi, tu conseillerais à tout programmeur Ruby de passer à Elixir et d'abandonner Ruby au-delà du prototypage? Non, justement, enfin si c'est ce que vous retenez de ce talk, c'est que j'ai parlé trop vite ou mal, mais c'est une interprétation personnelle. Mon but c'est plus de dire si vous êtes très satisfait de Ruby aujourd'hui, ne changez pas. Nous, on est passé à Elixir parce qu'on avait des problèmes avec Ruby. On avait des problèmes à cause de la mutabilité, de la scalabilité, des problématiques de distribution qu'on n'arrivait pas à résoudre. Et on avait déjà, on ne parlait pas encore de Ruby 3, des guildes à cette époque-là. Je pense qu'il y avait aussi un intérêt personnel pour découvrir des nouvelles choses et puis se faire un peu mal au cerveau pour apprendre un truc qui change de ce qu'on voit habituellement. Mais je recommanderais à des développeurs Ruby ou d'autres langages de se mettre à Elixir s'ils ont envie de travailler avec un langage distribué et de voir un peu ce que ça peut apporter. Mais il n'y a pas de guerre de paroisse, je pense que c'est pas lié à Ruby particulièrement. Dernière question. On a le temps pour faire une dernière question, donc si vous en avez une, n'hésitez pas.
Mais après, on peut aussi aller boire des bières. Pas trop non plus. On en a ramené assez.